Le 19h30, Laurent Mathieu. Bienvenue dans ce journal, voici les titres de l'actualité. Dans quelques heures, tous les restaurants et les cafés du pays seront fermés pour un mois minimum. Les nouvelles mesures entrent en effet en vigueur dès demain. Nous verrons que certains ont déjà fermé leur établissement cet après-midi. Pour les autres, ce sont les derniers moments d'activité. Nous les vivrons en direct avec Thomas Deschamps. Et la fermeture de l'Horeca est mal comprise par une partie du secteur. Certains estiment qu'ils ne sont pas un vecteur de propagation de l'épidémie. Nous tenterons d'objectiver ces propos. Quels sont les lieux où le virus se propage le plus? Réponse en plateau avec Martin Biltereis. L'exemple britannique également. Il y a près d'un mois, le Royaume-Uni instaurait un peu avant tout le monde une fermeture des pubs et des restaurants dès 22h. Où en est la courbe aujourd'hui? Quel impact cela a-t-il eu sur l'épidémie? Nous serons en direct de Londres. Dans l'actualité également, cette vaste mobilisation en France. Des dizaines de milliers de personnes se sont retrouvées un peu partout dans le pays en hommage à Samuel Paty, le professeur assassiné vendredi. L'enquête, elle aussi, continue de progresser. On en parle avec Adeline Percept. Enfin, au Tour des Flandres, c'est le Néerlandais Mathieu van der Poel qui s'est imposé devant Wout van Aert. Le Français Alaphilippe a lui dû abandonner après avoir été percuté par une moto. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Le pays vit donc ces dernières heures avec des restaurants et des bars ouverts. Dès demain, ce ne sera plus le cas pour au moins un mois. On va se pencher sur cette mesure drastique dans ce journal, sur son impact sanitaire, sur ses conséquences économiques aussi. Mais d'abord, on va rejoindre Thomas Deschamps dans un restaurant montois. Bonsoir Thomas. Est-ce que les clients se sont déplacés en nombre pour cette dernière soirée d'ouverture ? Bonsoir Laurent, oui, eh bien écoutez, c'est tout simplement salle comble ici ce soir. Manifestement, les habitués ont répondu présent donc pour ce dernier soir des restaurants. Pourtant, l'ambiance, vous vous en doutez, elle est loin d'être à la fête. Ici, on a plutôt comme une désagréable impression de déjà-vu, de revivre en fait les difficultés, les moments très difficiles vécus lors du confinement. Et d'ailleurs, ici, les patrons me confiaient qu'ils ne s'attendent absolument pas à une réouverture dans un mois, encore moins évidemment dans 2 semaines lorsque les mesures doivent être évaluées, précisément parce que lors du dernier confinement, eh bien, la durée de fermeture annoncée n'avait pas été respectée. Elle avait été plusieurs fois prolongée. Donc ici, eh bien, on préfère plutôt parier sur la vente de plats emportés dans les semaines qui viennent. Question de mettre un petit peu de beurre dans les épinards. Mais bien sûr, ça ne réglera pas tout. Dernière soirée plutôt morose, donc, malgré le nombre de personnes qui sont venues. Mais vous l'avez dit, dans certains restaurants, eh bien, la fermeture a déjà eu lieu, notamment à Bruxelles, dans la capitale. Je vous propose de découvrir la dernière journée de l'un d'entre eux dans ce sujet, d'Alison Delpierre. Regardez. Tous ont eu la même envie ce matin, venir profiter dans cet établissement d'un dernier brunch. Je me suis dit autant marquer le coup, c'était une dernière fois, autant profiter d'un bon brunch dans un bon cadre, avec des bonnes séparations entre les tables et avec ma copine. Donc voilà, c'est parfait. Je me suis dit qu'avant une plongée dans le désert et par soutien aussi pour le secteur qui est quand même déjà très touché, on s'est dit que c'était sympa de venir en profiter. Ce restaurant affichait d'ailleurs complet aujourd'hui et cette mesure, c'est un coup dur pour la gérante. C'est trop court pour fermer un restaurant. On a des chambres froides qui sont remplies. Tout ça, c'est du gaspillage en plus. Et c'est frustrant d'être toujours prévenu comme ça en dernière minute et de ne pas avoir de concertation en fait, avec le secteur avant même de prendre une décision. Dans cet autre établissement, on encaisse aussi le choc. Ouvert il y a quelques semaines à peine, cette fermeture inquiète encore plus. On met énormément d'énergie, énormément d'émotions, d'amour dans tout ce projet. Et puis tout s'arrête en un coup. Et donc évidemment, c'est pas facile de faire face à ça. Je pense que nos voisins français, par exemple, avaient pris des mesures qui auraient pu nous permettre de continuer quand même à travailler dans des conditions difficiles, certes, mais quand même de pouvoir faire un petit peu de chiffre pour payer nos nombreuses factures. Retour chez Elodie. Après une journée bien remplie, c'est l'heure de fermer. Une fermeture pas comme les autres, alors le stock périssable est distribué entre les membres du personnel. Le reste est conservé ici. Voilà, donc ici, là, il y a le reste de notre chambre froide avec des produits qui peuvent garder plus longtemps que 2 ou 3 semaines. Donc on a du parmesan, du beurre, etc. Pas mal de produits qui vont soit être distribués peut-être dans 2 semaines en fonction de ce qui se passe.
C'est donc terminé pour un moment. On va rester positif et on ne va pas se laisser abattre. Et donc on va tous se retrouver dans un mois. Avec l'espoir pour cette équipe de pouvoir reprendre le travail au plus vite. Merci beaucoup Thomas Dechamps pour cette intervention en direct. Vous l'avez entendu, de nombreux restaurateurs et cafetiers font état de leur désarroi ce soir. Ils demandent d'être aidés par les autorités. C'était justement l'objet de plusieurs réunions politiques ce dimanche. Bonsoir Rachel Crivellaro. Les représentants du secteur ont rencontré les ministres compétents. Est-ce qu'ils sont rassurés ce soir ? On va dire rassurés à court terme, car vous savez, en guise de compensation pour des mesures de restriction très controversées et qui ont été pris carrément à reculons par certains au sein du gouvernement, eh bien les ministres de l'économie, Pierre-Yves Dermagne, et celui des classes moyennes et des indépendants, Daglid Clarinval, eh bien ils ont obtenu une enveloppe spéciale de plus de 500 millions d'euros pour venir en aide à ces secteurs sinistrés par ces restrictions, l'ORECA, l'événementiel, le secteur forain ou encore culturel. Alors cette enveloppe spéciale, elle doit permettre de financer un dispositif exceptionnel qui doit à son tour permettre à tous ces secteurs de garder la tête hors de l'eau au moins jusqu'au 31 décembre prochain. Ce dispositif, il a été présenté aujourd'hui à la Chambre aux représentants des différents secteurs et on peut dire qu'il a été plutôt bien accueilli, considéré comme un véritable ballon d'oxygène. Mais voilà, ce ballon d'oxygène, il est aussi considéré comme nettement insuffisant pour rassurer sur l'avenir, sur le long terme, des secteurs littéralement hantés par la perspective de voir la fermeture se prolonger jusqu'à Noël, voire au-delà. Écoutez ces quelques réactions que nous avons recueillies. C'est avec Béatrice Louis. C'est jamais assez. Malheureusement, ce sera jamais assez. Il faut savoir qu'il y a plein d'entrepreneurs, d'indépendants et d'entrepreneurs qui sont en détresse aujourd'hui, ils sont fermés, ils n'ont pas d'autres revenus. Donc voilà, le double droit passerelle, ça c'est acquis. Ça va être mis dans un arrêté ministériel incessamment sous peu. Donc ça sera déjà une bonne chose. Mais donc voilà, il faut maintenant qu'on puisse retravailler le plus vite possible. Ça n'évitera pas des soucis, c'est tout un secteur qui est fermé pendant un mois, c'est un impact énorme, c'est plus de 140 000 emplois, il ne faut pas oublier non plus les gens qui sont derrière. Donc effectivement, c'est un bon début, mais il faudra une perspective d'avenir, sinon l'image sera vraiment très noire pour le secteur. Et sur le long terme, on n'est pas encore très rassuré parce que les aides seront jusqu'à fin décembre 2020, donc 3 mois. Mais je crains que cette pandémie va durer plus longtemps, donc il faudra qu'en 2021, on nous aide aussi. Si on est empêché de travailler, notre volonté, comme je veux encore me répéter, c'est toujours de ne pas demander de l'aide, c'est de travailler. Interview signée Rachel Crivellaro. Merci beaucoup Rachel. Et notez que demain, l'invité de la matinale sur la première sera le ministre des Indépendants et des PME, David Clarinval. Il répondra aux questions de Thomas Gadisseux. Et si cette fermeture de l'ORECA fait débat, c'est parce que certains estiment que ce n'est pas dans les restaurants et dans les bars que le virus circule le plus. On va tenter d'objectiver ces affirmations, de clarifier les choses. Que nous disent les études scientifiques ? Bonsoir Martin Bilterès. Le secteur de l'ORECA est-il, oui ou non, l'un des hauts lieux de contamination du coronavirus ? Eh bien pour ça, Laurent, je vous propose de regarder ces chiffres. Ils nous disent où se propage le plus le coronavirus en Wallonie. Vous le voyez, 83,9% c'est dans les familles, 4,7% à l'école et 3,7% dans les entreprises, en ce compris cafés, bars et restaurants. Vous allez me dire la proportion est faible, oui, et lorsqu'on demande au groupe fédéral de testing et de tracing, eh bien impossible d'avoir un chiffre précis sur le nombre de foyers développés dans les bars et restaurants, alors que Laurent, on a tous rentré nos données dans ces fameux carnets. Et pas de chiffres précis. Alors sur quoi se basent les autorités pour annoncer cette mesure et fermer le secteur ? Eh bien sur des études étrangères en fait. Le ministre de la Santé nous en a transmis 3 et je vous en cite 2. Une japonaise d'abord qui estime à 16% la part des cas de Covid-19 liés à des bars et des restaurants sur l'ensemble des contaminations, et une autre chinoise selon laquelle bien, des familles avaient été infectées à cause d'une mauvaise ventilation dans un restaurant. Mais on voit donc qu'on a un faisceau d'indices. La fermeture, c'est donc aussi ce qu'on appelle un principe de précaution. Oui, Laurent, parce que car même à table, bien calmement assis dehors ou à l'intérieur d'un restaurant, il y a un risque. Regardez, il a été modélisé par cette université japonaise. Vous voyez l'émission et le flux de gouttelettes provenant de la personne infectée et sa propagation dans l'espace. Et ce, on le rappelle, même si elle est asymptomatique. L'objectif de cette mesure, c'est donc de limiter les contacts non nécessaires. Une réalité sanitaire qui vient se heurter à une autre réalité économique, celle-là
d'une profession en danger. Merci beaucoup Martin Bittereis pour ces explications. Et une manière de voir si cette mesure est nécessaire, c'est aussi de regarder ce qui se fait ailleurs. Il y a près d'un mois, le Royaume-Uni décidait de fermer ses bars et ses restaurants à partir de 22h, pas entièrement donc. Une mesure qu'aurait sans doute préférée le secteur de l'horeca chez nous. Alors est-ce que ça a fonctionné? On rejoint à Londres Anaïs Cordoba. Anaïs, ces mesures ont-elles eu un impact sur la courbe de l'épidémie britannique? Alors malheureusement, non. La trajectoire de l'épidémie ne semble pas changer depuis un mois. La situation en fait empire. Selon les statistiques gouvernementales en Angleterre, il y a eu une augmentation de 62% des cas positifs la semaine dernière comparé à la semaine d'avant. Le taux de transmission a aussi légèrement augmenté cette semaine. 10 personnes infectées en contaminent entre 13 à 15. Ce taux était entre 12 à 15 la semaine dernière. Pourtant, depuis le 14 septembre, il est interdit en Angleterre de se réunir à plus de 6 personnes. Et depuis le 24 septembre, il y a un couvre-feu pour les restaurants, les bars et les pubs qui doivent fermer à 22h. Alors, pour les autorités sanitaires, ces mesures simplement ne vont pas assez loin. Voilà pourquoi le virus continue de se propager. Elles font pression sur Boris Johnson pour l'application d'un confinement de 2 semaines. Selon les scientifiques, cela pourrait permettre de sauver des milliers de vies. Et selon les derniers sondages, les Britanniques seraient majoritairement favorables à des mesures encore plus restrictives si celles-ci permettent de ralentir l'épidémie. Anaïs Cordoba en direct de Londres. Merci beaucoup Anaïs. Et on revient en Belgique avec cette information qui fait beaucoup de bruit au nord du pays. Un médecin généraliste aurait malgré lui contaminé plus de 100 personnes en Flandre orientale. Il n'aurait pas respecté le port du masque lors de ses consultations. Simon Brem. Dus het zijn de mensen van een grote week geleden. Dus ze zitten er niet bij. Moet u geen zorgen maken. L'inquiétude se fait quelque peu sentir parmi les habitants de la commune de Kruisem. Hier, quelques 103 personnes ont dû se faire tester ici au Covid-19. Gisteravond om 10:30 opgebeld geweest voor een corona-opsporer. En die heeft ons verteld dat wij dringend naar hier moesten komen vandaag om 15:40. Ja. Opsporen van eventueel positief zijnde, omdat wij contact hadden met iemand die positief was. Cette semaine, un médecin de la région a été testé positif au Covid-19. Problème, il ne portait pas toujours son masque lors des consultations. Het komt erop neer dat we die lijst nu onderzoeken van één lijst van patiënten van de huisarts die besmet is. Wanneer zijn jullie daarvan op de hoogte gebracht dat die huisarts besmet was? We hebben dat, eigenlijk is daar heel vlug in geweest, uiteraard. Denk het ook wel vanuit zijn functie. Dus we zijn daar in het begin van de week over aangesproken geweest. Maar u bent maandag bij de dokter ook geweest? En droeg hij een mondmasker? Nee. Fort heureusement, ce comportement à risque constitue une exception. Dit is echt heel uitzonderlijk. Wij hebben eigenlijk in mei al regels uitgeschreven voor hoe dat de huisartsen op een veilige manier zich in de praktijk moeten aankleden en de praktijk moeten organiseren. We weten ook dat eigenlijk alle huisartsen dat ook doen en heel nauwgezet dit doen. Dus het is echt een uitzondering en we zijn zelf zeer verbaasd dat dit voorkomt. Le médecin en question a précisé qu'il avait parfois enlevé son masque à cause d'allergies. Il a par ailleurs reçu des menaces et compte arrêter d'exercer. Et si vous avez des proches ou des collègues qui ont été testés positifs, vous le savez peut-être, les délais pour obtenir le résultat d'un test sont parfois très variables, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est là clairement l'un des points noirs dans la gestion actuelle de l'épidémie. Voyez ce témoignage que nous avons recueilli. Philippe a dû faire un test Covid récemment suite à un malaise cardiaque. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'attente fut longue pour obtenir ses résultats. J'ai attendu 5 jours ouvrables pour avoir les résultats par téléphone avec mon médecin traitant. Et j'ai dû attendre 13 jours pour avoir l'SMS de confirmation que c'était négatif. Ce délai à rallonge est malheureusement loin d'être un cas isolé. En Belgique, les résultats se font de plus en plus attendre. Il est désormais rare de pouvoir les obtenir dans les 48 heures comme avant. Actuellement, on ne suit plus à ce niveau-là non plus parce que le nombre d'appels, c'est énorme.
Et actuellement, au niveau du délai pour les résultats, entre 72 et 96 heures, et ça déborde encore, on va arriver à 4 à 5 jours. Et finalement, à ce moment-là, pour moi, ça n'a plus de sens. Car ces retards impliquent une période d'incertitude de plus en plus longue pour les personnes testées, qui ne savent pas si elles doivent se mettre en quarantaine, ni si elles ont contaminé d'autres personnes. Pour limiter la casse, ce directeur a opéré un changement radical. J'ai pris la décision hier d'arrêter à traiter tous les patients comme je les traitais avant. Et actuellement, je me concentre surtout sur tous ceux qui sont vraiment à risque. Et c'est cette population qu'on doit essayer d'identifier. Pour soulager les laboratoires, des moyens supplémentaires de testing sont prévus, mais ils devraient arriver seulement à la mi-novembre. Trop tard selon certains membres du secteur, car la demande en tests devrait avoir considérablement baissé d'ici là. Bonjour à toutes et tous. Les coureurs viennent de s'élancer pour la dernière grande classique de la saison cycliste, 104e édition du Tour des Flandres. Un tour un peu particulier puisqu'il n'y aura pas la ferveur populaire des années précédentes. Départ et arrivée à huis clos. Malgré cela, on s'attend à un duel entre Wout van Aert et Mathieu van der Poel. Arrivée prévue entre 15h30 et 16h15 à Audenarde. Sport toujours et la suite ce dimanche de la 9e journée de Pro League. À 13h30, l'Antwerp se rend à Zulte Waregem. À 16h, Moucron reçoit Eupen. À 18h15, Charleroi se déplace à Genk et à 20h45, Anderlecht affronte Louvain. Hier, le Standard et le club de Bruges se sont quittés sur un partage 1-1. Gand s'est lourdement incliné 5-2 face au Cercle de Bruges. Large victoire du Berscott 6-3 contre Saint-Tron. Et puis Courtrai s'est imposé 1-2 à Malines. Dernier jour d'ouverture pour les cafés et restaurants ce dimanche. Ils doivent fermer durant 4 semaines. C'est l'une des mesures prises par le gouvernement fédéral pour endiguer l'épidémie de coronavirus. Des compensations ont été promises pour le secteur. Une réunion entre les autorités fédérales et le secteur se tient ce matin. Ce que l'on sait déjà, c'est qu'une enveloppe de 500 millions d'euros sera débloquée. Dès demain, ne comptez plus sur les night shops pour vous dépanner après 20h. À partir de lundi, les magasins de nuit devront fermer maximum à 22h et ils sont interdits de vendre de l'alcool après 20h. Partout en Europe, de nouvelles restrictions. Interdiction de se réunir à Londres. Les écoles sont fermées en Pologne. Et puis en Allemagne, la chancelière Angela Merkel a demandé à ses concitoyens de réduire au maximum leurs relations sociales. En France, hier, c'était la première soirée de couvre-feu en Île-de-France qui englobe Paris et 8 autres grandes villes, dont Lille, Marseille et Toulouse. À 21h, près de 20 millions de Français avaient l'interdiction de sortir avant 6h du matin, sauf dérogation. Voilà pour ces infos. Belle matinée à notre écoute.